Bonjour, bonsoir à chacun de vous. C'est Le Monde en 30 minutes sur la télévision haïtienne de Montréal, THM. Heureux de vous rejoindre à cet instant précis pour un coup d'œil complet de l'actualité d'Haïti et du reste du monde. Au sommaire, l'ex-président haïtien Joseph Michel Martelly, l'ancien sénateur Yuri Latortue, l'ancien député profane Victor et un homme d'affaires, Reynold Dib, sont impliqués dans le financement des gangs armés en Haïti, selon le rapport d'un groupe d'experts de l'ONU. Adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi d'une résolution sur les sanctions concernant Haïti rédigée par les États-Unis et l'Équateur. Et puis arrestation jeudi à Pétionville de Joseph Félix Badio. Ce dernier était activement recherché par la police haïtienne pour son implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse en juillet 2021. L'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Léon Charles, s'est dit surpris cette semaine de l'empressement du secrétariat de l'organisation hémisphérique à dépêcher une mission en République dominicaine suite au conflit opposant Haïti et la République voisine. Lancement cette semaine d'un projet visant à soutenir la communauté des artistes et artisans du village de Noailles pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du métal découpé en Haïti. Et puis dans le reste du monde, au moins 4137 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens depuis le début de la guerre en Israël et le Hamas. Une grave explosion dans un hôpital de Gaza mardi a provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman. La Chine a accueilli cette semaine les représentants de quelques 130 pays pour le forum des nouvelles routes de la soie. Principal invité, le président russe Vladimir Poutine, qui a effectué son premier déplacement chez une grande puissance depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Chaussures Marino. Toute une gamme de chaussures pour hommes, femmes et enfants de marque Vangelo, Pajar, Amphibro, Walker. Souliers orthopédiques, souliers de sport, de mariage et de fantaisie. Chaussures Marino, confort, élégance, style, meilleur endroit pour votre achat. Qui dit chaussures Marino dit Mario, le meilleur patron de la ville en service, produit de qualité à prix imbattable. Chaussures Marino, 3 endroits pour vous servir, place Versailles, Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, Carrefour L'Angelier à Anjou. Les chaussures Marino, les chaussures qui s'ajustent à vos pieds. Profitez des rabais à chaussures Marino en mentionnant le nom de la THM, la télé à votre image. Merci de votre fidélité à la THM. L'ancien président Joseph Michel Martelly, l'ancien sénateur Yuri Latortue, l'ancien député profane Victor et le directeur général du groupe DICA, Reynold Dib, sont impliqués dans le financement des gangs armés en Haïti, indique le groupe d'experts de l'ONU sur Haïti dans un rapport rendu public le 18 octobre. Pendant son mandat, l'ex-président haïtien Michel Martelly aurait financé plusieurs gangs, notamment en leur fournissant des fonds ou des armes à feu. Le document cite les gangs armés tels que Base 257, Village de Dieu, Tibois et Graville, lit-on dans le rapport. Le directeur général du groupe DK, Reynold Dib, un important importateur de biens de consommation, finance des membres de gangs pour protéger son entreprise et assurer l'importation de ses marchandises, révèle le même rapport. Par ailleurs, l'ancien sénateur Yuri Latortue exerce un contrôle considérable sur la vie politique et économique du département de l'Artibonite, notamment par le recours à des gangs comme Raboto qu'il finance et arme, souligne le groupe d'experts de l'ONU sur Haïti. L'ancien député de Petite-Rivière de l'Artibonite dans le département de l'Artibonite, profane Victor, a fourni des armes à des jeunes de sa circonscription en vue d'assurer son élection en 2016 et de contrôler la zone. Le groupe d'experts recommande au comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, créé par la résolution 2653 en 2022 concernant Haïti, d'encourager les États membres à soutenir le renforcement de l'intégrité et des capacités du système judiciaire afin de mettre fin
à l'impunité des personnes qui menacent la paix et la sécurité en Haïti, notamment les gangs et leurs commanditaires et des personnes impliquées dans le détournement de fonds publics. Selon l'ambassadeur Robert Wood, représentant des États-Unis à l'ONU, l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution sur les sanctions sur Haïti rédigée par les États-Unis et l'Équateur constitue un nouveau tournant et une étape importante pour aider le peuple haïtien. Les États-Unis remercient leur co-rédacteur, l'Équateur, pour son travail sur cette résolution. La troisième résolution sur Haïti adoptée par le Conseil de sécurité depuis juillet. Écoutons l'ambassadeur Robert Wood, représentant des États-Unis à l'ONU. Merci, Monsieur le Président. Nous nous félicitons aussi de la présence du représentant permanent d'Haïti à la présente séance. Avec l'adoption à l'unanimité de la présente résolution, le Conseil de sécurité a pris une mesure importante, c'est-à-dire aider le peuple haïtien victime de violences, de bandes organisées, insécurité alimentaire, flambée de choléra et instabilité, souffrance inutile. Je remercie en particulier l'Équateur en tant que co-rédacteur de son travail sur ce projet de résolution, la troisième résolution en fin de compte adoptée par le Conseil de sécurité sur Haïti depuis juillet. Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil de leur participation constructive. Nous nous félicitons de la prorogation du mandat du groupe d'experts sur Haïti et du renouvellement de l'embargo sur les armes, sur les interdictions de voyager et de mesures sur le gel des avoirs. Des mesures qui se retrouvent dans cette résolution qui joueront un rôle clé sur la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti et dans la région. Chers collègues, nous sommes encore une fois profondément, vivement préoccupés par la situation humanitaire et sécuritaire en Haïti. Beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes continuent de souffrir de la violence qui déchire le pays. Et l'adoption de la présente résolution renforce un outil clé qui permet au Conseil de sécurité de maintenir davantage de paix et de sécurité en Haïti. Il faut dire que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité la résolution 2700 qui renouvelle le mandat des experts afin d'enquêter davantage sur les personnes encourageant la violence en Haïti. Un vote salué par le représentant d'Haïti à l'ONU, Antonio Rodrigue. Ses propos. Nous accueillons le rapport exhaustif du groupe d'experts qui était très attendu en Haïti. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'unanimité la résolution 2700 qui renouvelle pour un an le régime de sanctions qui a été imposé sur Haïti par la résolution 2356 et qui en même temps proroge le mandat du groupe d'experts. L'adoption de ce texte dans le cadre du chapitre 7 de la Charte survient quelques jours après le vote de la résolution 2699 autorisant le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Ces deux décisions se complètent et démontrent la détermination du Conseil d'apporter une contribution efficace au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines garantes de l'État de droit. En renouvelant pour une année le régime des sanctions établi par la résolution 2633, le Conseil de sécurité envoie un signal clair et fort aux personnes et entités qui contribuent à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et font peser du même coup une menace sur la paix et la sécurité dans la région. Il s'agit pour la communauté internationale, par cet acte, de contribuer efficacement au rétablissement en Haïti d'un climat sécuritaire propice à l'organisation d'élections démocratiques devant aboutir à la restauration des institutions républicaines. Il est particulièrement significatif de souligner que le texte, comme celui de l'année dernière, établit un ensemble de mesures telles que l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et un embargo sur les armes. Comme annoncé en titre, arrestation jeudi à Pétionville de Joseph Félix Badio. Ce dernier était activement recherché par la direction centrale de la police judiciaire pour son implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse en juillet 2021. Assassinat, tentative d'assassinat et vol à main armée sont les principaux chefs d'accusation retenus contre le nommé Joseph Félix Badio. Pour l'instant, il est gardé à vue à la DCPJ en attendant les suites judiciaires nécessaires, a écrit encore la PNH sur son compte Twitter. Joseph Félix Badio, considéré par la PNH comme l'un des cerveaux de l'assassinat du président Moïse, est l'objet d'un avis de recherche depuis le 12 juillet 2021
À l'époque, 3 avis de recherche étaient à la fois à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de John Joël Joseph et de Rodolphe Jarre. Les infractions reprochées à ces individus sont assassinat, tentative d'assassinat, vol à main armée. Selon les indications de l'avis de recherche de la PNH de l'époque, entre-temps, John Joël Joseph et Rodolphe Jarre ont été arrêtés et transférés aux États-Unis. Les deux ont plaidé coupables d'avoir participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse dans sa résidence dans la nuit du 6 au 7 juillet. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, l'Observatoire national du sport en Haïti et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique ont organisé le mercredi 18 octobre une cérémonie de remise de certificats à 50 jeunes ambassadeurs de la paix par le sport. Ce programme de formation de 2 mois visait des jeunes des 2 sexes des quartiers en proie à la violence. Ils ont eu droit à des séances de formation en éducation physique et aux droits de sport. Selon Edwin Charles, ex-ministre des Sports, la pratique sportive dans les communautés et les établissements scolaires peut être un vecteur de cohésion sociale et un déterminant de santé, combattant la violence et la dépendance à la drogue et à d'autres substances narcotiques en l'école. À travers le monde, lorsqu'on parle de sport, Nelson Mandela te dit, le sport a le pouvoir de changer le monde. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y a avec du désespoir. J'aime ça dire tout à l'heure, là, je me suis retrouvé avec le public là, côté que Evans Pierre, qui c'est Nègre Cité Soleil, Nègre La Saline, mais avec boxe, il a fait un pile miracle en 2017. En plus que nous travaillons avec jeunes pour être capable de devenir et de fait, c'est des mondes sportifs, mais nous allons impliquer autour dans les sociétés, dans les communautés pour nous voir comment formation ça que nous là est capable entrer dans la communauté pour nous voir comment on est capable de réduire considérablement le taux de délinquance, taux de criminalité, taux de situation dans le pays, taux de violence pour nous voir comment on est capable de diminuer considérablement. Quelques participants interrogés se disent satisfaits, ils se croient mieux équipés pour transmettre la pratique sportive dans leurs communautés respectives. Écoutons-les. Les bons pile pour nous parce que les montrent nous tous gens pour travailler avec tout le monde et puis jeunes tout. Il y a des sports, caddie, ils montrent nous exemple football, volleyball et puis basketball. Formation nous c'est une formation EPS. EPS ça c'est éducation physique sportive. Par exemple, nous là pour nous créer des citoyens sportifs. C'est pas une expérience qui était facile. Là nous tenir compte des problèmes pays à gagner et sur le plan sécuritaire parce que moi-même je sorti du côté de Croix-des-Bouquets, gagne l'autre qui sorti en pleine et gagne monde qui sorti tout partout et dans métropolitaine pour venir dans formation. Mais la vie est alliée, c'est sacrifice, nous faisons sacrifice et puis nous fini formation. Le sommet CARICOM Canada s'est tenu cette semaine à Ottawa pendant 3 jours, du 17 au 19 octobre. Les dirigeants des États de la Caraïbe ont discuté avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur plusieurs sujets dont les problèmes de la sous-région de l'Amérique et l'envoi de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Justin Trudeau a coprésidé le sommet du 17 au 19 octobre 2023 avec le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerritt, actuel président de la CARICOM. Le Premier ministre Justin Trudeau a discuté jeudi avec le Premier ministre haïtien Ariel Henry en marge du tout premier sommet Canada-Communauté des Caraïbes tenu en sol canadien. Le Premier ministre Trudeau a exprimé son inquiétude face aux crises humanitaires, sécuritaires et politiques qui sévissent actuellement en Haïti. Il a réitéré l'importance cruciale de parvenir à un consensus politique inclusif afin de créer les conditions propices à la tenue d'élections libres et équitables et au rétablissement de l'ordre démocratique en Haïti. Le Premier ministre Trudeau et le Premier ministre Henry ont convenu de rester en contact régulier. Good afternoon, everyone. Très content de vous revoir sur cette session sur la sécurité régionale et particulièrement Haïti. Je suis très heureux aujourd'hui d'être accompagné des ministres Joly, le ministre Leblanc, notre ministre de Sécurité publique, le ministre de la Défense, Bill Blair, l'ambassadeur et le représentant permanent à l'ONU, M. Bob Ray. Le Canada et Haïti ont des liens très forts entre nos populations. Par exemple, chez moi à Montréal, la communauté haïtienne-canadienne apporte des contributions immenses à la culture de notre ville et de notre pays. Et je sais que les gens continuent d'être inquiets. Pour apporter un soutien supplémentaire, le Canada va lancer un programme de formation sur plusieurs années pour aider la police nationale d'Haïti à lutter contre les gangs et la corruption.
On va aussi allouer 3,4 millions de dollars pour fournir de l'équipement et de l'aide afin de lutter contre la violence liée aux armes à feu et pour aider les Haïtiens à rester en santé. On va investir 18,3 millions de dollars dans le cadre de l'initiative mondiale pour l'équité vaccinale. Les Haïtiens font face à une crise complexe. Notre rôle en tant que partenaire est d'apporter du soutien qui va avoir des impacts durables. Pour obtenir ces impacts durables, c'est très important que les solutions soient dirigées par les Haïtiens. J'ai bien hâte d'entendre vos opinions sur ce qu'on peut faire pour soutenir Haïti et pour promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région. Autre point, l'UNESCO et le ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec l'Association des artistes et artisans de la Croix-des-Bouquets, ont procédé au lancement du projet « Soutenir la communauté des artistes et artisans du village de Noailles pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du métal découpé dans le contexte de crise sécuritaire ». Et pour la résilience en Haïti, à travers ce projet, l'UNESCO fournira les moyens aux artisans et artistes afin de reprendre leurs activités. Ce projet renforcera l'organisation sociale de la communauté et la capacité des artisans en vue de promouvoir le patrimoine culturel immatériel du métal découpé en Haïti et à l'étranger. Écoutons la représentante de l'UNESCO, Tatiana Villegas Zamora. Les différentes associations de la société civile, des artistes et artisans ont lancé publiquement un appel à l'aide auprès des autorités gouvernementales, des Nations Unies et également interpellant directement l'UNESCO. Des discussions et des échanges ont eu lieu entre les associations concernées, le ministère de la Culture et de la Communication, le bureau de l'UNESCO, la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO et le secrétariat de la Convention de 2023 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans notre siège à Paris. Comme résultat des échanges, le ministère de la Culture et de la Communication a élaboré, avec l'assistance technique de l'UNESCO, une demande d'urgence au comité de la dite convention pour bénéficier du Fonds international pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La demande a été soumise en avril 2023. Cette demande d'assistance internationale a été examinée par un comité international composé de 5 pays représentatifs des États partis à la Convention de 2003 pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La demande a été accordée par le comité en juin 2023 et le financement a été approuvé pour le projet qui a été dénommé « Soutenir la communauté des artistes et artisans du village de Noailles pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du métal découpé dans le contexte de crise sécuritaire et pour la résilience d'Haïti ». L'objectif principal du projet, informe la ministre de la Culture, Émilie Prophète, est d'assurer la continuité de la pratique de l'art du métal découpé, mise en péril par l'insécurité et a entraîné le déplacement de la plupart des artisans hors de leur lieu de vie et de travail. Ce projet s'articule autour de 4 axes: permettre aux artisans de reprendre, pratiquer et transmettre l'art du métal découpé dans la situation d'urgence, renforcer les capacités des artisans d'une part et la structuration de la communauté d'autre part, développer de nouveaux canaux de diffusion afin d'assurer aux artisans des ressources qui puissent perdurer au-delà de la situation d'urgence, sensibiliser au patrimoine culturel immatériel du métal découpé, le faire connaître et le promouvoir en Haïti et à l'étranger. Écoutons à ce sujet Émilie Prophète. Ce n'est pas seulement artisans dans Noailles qui sont obligés de déplacer, il y a des artisans au paquet de l'autre côté dans le département de l'Ouest là qui continuent de déplacer et savoir-faire yo menacé, il y a un pile bagaille pour nous bataille pour yo arrêter, pour yo transmettre, pour nous continuer vivre parce que nous continuons vivre Haïti vivre à travers artistes ça yo, bon imaginaire qui transmettent, bon imaginaire qui est extrêmement important pour Haïti rester s'allier non seulement pour Haïtiens mais à travers le monde tout. Donc en juin, nous te recevoir bonne nouvelle ça que Fonds du patrimoine culturel immatériel aider nous financer projet ça et ministère culture continuer à travailler à travers point focal qui dans ministère tout à travers
et tout cadre ministère culture pour dire artisans yo nous là. Situation en cas difficile mais nous là. Situation compliquée mais n'a bataille parce que ça pour nous sauver c'est nous, c'est nom peuple haïtien et nous c'est artistes, c'est travail ça yo qui continue fait parce que chaque pièce artisan noir yo fait ou bien artisan tout côté dans le pays yo raconter histoire nous, yo raconter histoire passé nous, histoire présent nous et histoire nous cap venir parce que l'histoire à venir d'Haïti c'est pas ça cap privé qu'on y a. C'est vrai, il a appartenu à une forme d'histoire, mais histoire nous, c'est ça nous fait depuis 1802 que artisans noyaux là, c'est ça nous continue à faire à travers art plastique, à travers littérature, à travers la musique qui racontait qui ça nous y est, c'est-à-dire un grand peuple, un peuple de créateurs. Visite d'une commission de l'OEA en République dominicaine, l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Léon Charles, s'est dit surpris cette semaine de l'empressement du secrétariat de l'organisation hémisphérique à dépêcher une mission en République voisine suite au conflit opposant Haïti et la République dominicaine occasionné par la construction du canal de la rivière Massacre. Le diplomate n'a pas été informé de la formation et de l'agenda d'une telle commission. Selon les médias dominicains, les membres de la commission ont visité le canal côté dominicain à Dahabond. Ils ont utilisé un hélicoptère pour survoler le chantier côte haïtien. Les commissaires de l'OEA ont eu une séance de travail avec le ministre des Affaires extérieures dominicain qui a repris les arguments relatifs aux risques pour l'environnement. Les commissaires avaient indiqué qu'ils soumettront un rapport au secrétaire général de l'OEA dans les prochains jours. La délégation de l'OEA, nommée à ce poste par le secrétaire général Luis Almagro, est composée du docteur Jean-Michel Arrigui, secrétaire aux affaires juridiques de l'organisation, André Sanchez du secrétariat du développement intégral. L'UNICEF et Save the Children ont organisé cette semaine un atelier de 5 jours pour renforcer les capacités des acteurs sur la protection des enfants en Haïti. La situation des enfants dans le pays nécessite l'intervention des acteurs concernés selon les principaux intervenants à cet atelier. Il existe plusieurs cas d'enfants qui ont dû abandonner le milieu scolaire en raison de la guerre des gangs rivaux, soulignent les représentants de l'UNICEF et Save the Children. Écoutons en ce sens Payen Félix de Save Children et Roosevelt Jean-Louis de IBERS. Là, c'est une formation des formateurs. Donc, l'ensemble des organisations formées ici auront la lourde tâche, particulièrement les cadres de l'IBERS, et toujours avec le support de l'UNICEF et de Save, auront à dupliquer cette session de formation dans les différents départements du pays pour les acteurs qui n'ont pas pu venir, ou du moins qu'on n'a pas pu inviter dans cet atelier de formation. Une introduction à la protection de l'enfant en situation d'urgence. On aura à voir également le PSEA, c'est un programme contre la violation sexuelle des enfants. Le représentant est là. La sauvegarde de l'enfant, collecte et partage des données en se basant sur les 5 W. Et la gestion du cas en tant que tel, définition, les principes fondamentaux. Et nous aurons à revoir certains outils qui ont déjà été élaborés. Peut-être qu'on aura élaboré de nouvelles, on verra. Et de nouvelles outils. Donc, on va avoir certainement des travaux de groupe pour au moins partager les expériences des autres partenaires, des autres formateurs qui seront là. Et puis, nous devons valider des documents sur la protection à un niveau standard des enfants. Le gouvernement haïtien a organisé une courte cérémonie au musée du Panthéon national haïtien, suivie d'une offrande florale devant le buste de l'empereur au Pont-Rouge, lieu historique idéal pour commémorer cette date est toujours infranchissable pour les gouvernements qui se sont succédés depuis 2019. Ce lieu est sous la coupe réglée des gangs armés. Le Premier ministre Ariel Henry, accompagné du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Jean-Joseph Lebrun, et des membres de son gouvernement, a déposé une gerbe de fleurs. Ariel Henry n'a pas prononcé de discours en la circonstance en mémoire de l'empereur Jacques Ier, père fondateur de notre patrie, assassiné le 17 octobre 1806. J'ai déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument symbolique érigé au Mupana, a écrit le Premier ministre sur son compte X. Ce geste fort, empreint d'humilité et de grandeur d'âme, traduit la reconnaissance éternelle de tout un peuple à l'émancipateur
Jean-Jacques Dessalines, à qui il doit sa fierté, sa dignité d'être les premiers nègres libres qui ont défié la forteresse inhumaine esclavagiste. Gloire et honneur au visionnaire immortel Jean-Jacques Dessalines, a ajouté Ariel Henry. En réaction, un citoyen haïtien, Isruik Théophin, juge anormal qu'après 217 ans, que la date du 17 octobre marquant l'assassinat du fondateur de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, ne peut être célébrée dignement. Jean-Jacques Dessalines est le libérateur du monde libre. Il exige des funérailles dignes de ce nom à l'empereur. Écoutons-le. Capé Sam dit Papa Nation pral gagner 217 l'année depuis l'assassinat. Eh bien, dans ce sens, nous recommandons avec l'État haïtien. Pas dirigeant ça là, non? Parce que dirigeant ça là va représenter l'État haïtien. C'est un ensemble de conseils, c'est un ensemble d'apatrides, d'assassins qui compte tout projet Papa Nation et qui prend le peuple là en otage. Eh bien, dans le cas ça, nous recommandons pour gagner un funérail national qui fait pour réhabiliter Jean-Jacques Dessalines. Ce n'est pas normal. Après 217 l'année, Jean-Jacques Dessalines pour qu'on jamais bénéficier d'un funérail national. Jean-Jacques Dessalines qui est père fondateur de la nation. Jean-Jacques Dessalines qui est libérateur du monde noir. Jean-Jacques Dessalines qui c'est un qui baille aspect bien-être avec liberté, aspect qui a un rapport avec dignité, respect, vrai sens libre. Dans l'actualité internationale, au moins 4137 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé vendredi le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien au 14e jour du conflit. Explication Euronews. Plus de 4130 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est le dernier chiffre communiqué par le ministère de la Santé du mouvement islamiste au 14e jour d'un conflit qui déborde largement Cisjordanie occupée. Des affrontements opposant jeunes Palestiniens et forces de Tsahal ont éclaté ce vendredi à Ramallah. Quelques heures plus tôt, plus au nord, 13 personnes avaient été tuées dans un camp de réfugiés près de Toul-Karem, Israël affirmant avoir mené une opération antiterroriste. Selon les chiffres de l'autorité palestinienne, au moins 81 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par les forces israéliennes ou des colons israéliens depuis le 7 octobre. À Gaza, au lendemain de la destruction de l'église Saint-Porphyre, la plus ancienne de l'enclave, des centaines de personnes se sont rassemblées pour envoyer un message à la communauté internationale. رسالتنا رسالة محبة وسلام رغم كل اللي صار رغم الشهداء نزلت دمائهم الآن يمتزج الدم الإسلامي بالدم المسيحي جيش الدفاع لن يفرق بين مسجد أو كنيسة أو مستشفى لا يوجد مكان آمن في غزة. Côté israélien, les funérailles des victimes de l'attaque du Hamas se poursuivent à mesure que les corps sont retrouvés et identifiés. C'est le cas de Roy Idan, caméraman pour un site d'information. Il vivait dans le kibbutz Kfar Aza. Roy was such a talented and gifted cameraman. He was the first to just shoot right outside and go every... La compagne de Roy Idan a également été tuée dans le massacre. Sa petite fille de 3 ans a elle disparu. Elle pourrait avoir été prise en otage. Selon l'armée israélienne, plus de 1400 personnes ont été assassinées par des combattants du Hamas, la plupart d'entre elles étant des civils. Une grave explosion dans un hôpital de Gaza mardi a provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman. Près de 500 Palestiniens ont été tués lorsqu'une roquette s'est abattue sur l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza, une attaque imputée à Israël par le mouvement palestinien Hamas. L'État hébreu a aussitôt démenti, attribuant cette frappe au djihad islamique. Détail, Euronews. Un drame supplémentaire frappe les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas. Hier, une roquette a touché l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza. Selon le ministère de la Santé locale, au moins 500 personnes ont été tuées. L'armée israélienne dément être à l'origine du tir. Selon elle, la roquette tombée sur l'hôpital a été tirée depuis la bande de Gaza. Elle accuse le djihad islamique, mais le mouvement islamiste palestinien dénonce des accusations fausses et sans fondement. Le président des États-Unis, Joe Biden, est en Israël.
Il devait rencontrer ce mercredi le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans une réunion à 4 avec l'Égypte et la Jordanie. La rencontre a été annulée. Le président du Conseil européen, lui, a condamné l'attaque. We got this information when we were together doing this virtual meeting with the leaders. It seems to be confirmed, and an attack against a civilian infrastructure is not in line with international law. Hier soir, des manifestations en soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs villes de la région, notamment en Cisjordanie et dans le sud du Liban, contrôlé par le Hezbollah. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mercredi une réunion d'urgence. Les bombardements de Gaza ont fait plus de 3000 morts, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales. Le président Joe Biden et les dirigeants de l'Union européenne réunis vendredi à la Maison-Blanche ont affiché un front uni défendant le droit d'Israël de se défendre contre le Hamas et pour continuer à soutenir l'Ukraine face à la Russie. C'est un reportage Euronews. Le président américain Joe Biden et les dirigeants de l'Union européenne Ursula von der Leyen et Charles Michel se sont réunis vendredi à la Maison-Blanche. L'occasion d'afficher un front uni alors que la situation au Proche-Orient inquiète des deux côtés de l'Atlantique. The United States and the European Union are both significantly increasing their humanitarian aid to civilians in Gaza. This is crucial in view of their suffering. Gaza, mais aussi l'Ukraine, des crises qui dominent largement ce sommet transatlantique. Résultat, l'accord espéré par les Européens sur les contentieux commerciaux a été mis de côté. Cela concerne en particulier les importations américaines d'acier européen, cible de droits de douane imposés en 2018 par la présidence Trump. La Chine a accueilli cette semaine les représentants de quelques 130 pays pour le forum des nouvelles routes de la soie. Principal invité, le président russe Vladimir Poutine, qui a effectué son premier déplacement chez une grande puissance depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui a contribué à isoler la Russie. Poutine a rencontré son homologue Xi Jinping pour discuter d'un renforcement de leur coopération économique et militaire pour contrer ce qu'il présente comme l'hégémonie américaine. Reportage Euronews. C'est le premier déplacement de Vladimir Poutine dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le président russe est arrivé à Pékin pour assister au forum des nouvelles routes de la soie, le gigantesque projet chinois pour faciliter les échanges entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La Russie cherche depuis des mois à renforcer ses liens avec la Chine pour réduire son isolement sur la scène politique internationale et contrebalancer les sanctions occidentales qui s'accumulent depuis le début de la guerre en Ukraine. Voilà qui met un terme à cette revue de la semaine Le Monde en 30 minutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et surtout, gardez le sourire. Au revoir.